Bonjour à tous. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sylvie Adigard. Je suis journaliste et j'officie dans les émissions du matin de France 2, Télématin et C'est au programme. Et on peut dire que j'ai fait du design, des métiers d'art et de l'artisanat d'art, mes fers de lance, mes chevaux de bataille. Alors c'est justement de ce pont-là, entre le design et les métiers d'art, dont nous allons parler ce midi, enfin cet après-midi. Et on va vous raconter une formidable expérience qui s'appelle Kyoto Contemporary. Voilà. Alors, avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous proposer un rapide tour de table. Tout de suite là, à ma gauche, Françoise Sins. Vous êtes directrice des Ateliers de Paris. On reviendra bien sûr sur ce que sont les Ateliers de Paris. Astrid Auton, vous êtes designer et résidente aux Ateliers de Paris. À côté de vous, votre binôme dans cette aventure, Mitsuru Yokohama. J'espère que je prononce bien, je suis désolée. Voilà. Vous êtes artisan d'art dans l'entreprise Kyoto-ite Motoyama Tatami Shop, spécialisée dans la fabrication de tatami. Ensuite, nous avons Pierre Charrier, designer. Vous étiez résident aux Ateliers de Paris jusqu'en septembre dernier, c'est ça. Et à vos côtés, Takuya Nomura, artisan d'art dans l'atelier familial, Sakaradon Nomura. Et c'est le seul atelier de Kyoto à produire et à vendre du raden. On dit comme ça aussi, François? Raden, ouais. Qui est une technique traditionnelle d'incrustation de coquillages associée à la laque. Et on reviendra aussi là-dessus en détail. Alors, Françoise, je disais, vous êtes directrice des Ateliers de Paris. D'abord, en quelques mots, vous pourriez nous rappeler, même si beaucoup, je pense, connaissent les ateliers, nous rappeler ce que c'est. Alors, les Ateliers de Paris, c'est un service de la ville de Paris et c'est l'action phare de la ville de Paris à destination des métiers de création, des métiers d'art, de la mode et du design. Et ce pourquoi on nous connaît le plus souvent, c'est l'incubateur. L'incubateur des Ateliers de Paris, c'est une résidence éclatée sur 3 sites dans Paris qui nous permet d'accueillir pour 2 ans 40 porteurs de projets qui veulent développer une activité dans le secteur des métiers d'art, de la mode et du design. Et le rôle des Ateliers de Paris au sein de l'expérience Kyoto Alors, les Ateliers de Paris, dans le projet Kyoto Contemporary, d'abord c'est un vivier, puisque vous allez le voir, le projet consiste en la création de binômes qui associent des artisans d'art kyotoïtes et des designers parisiens. Et donc les Ateliers de Paris constituent un vivier de créateurs puisque depuis 4 ans, la partie design est assurée par des designers qui sont en résidence ou qui ont été en résidence aux Ateliers de Paris. Si on revient un peu sur c'est 1 an renouvelable, c'est ça, la résidence, enfin aux ateliers. Alors avant de revenir sur Kyoto, pardon. Oui. Ouais. 1 an renouvelable une fois. Donc les designers ou artisans d'art qui sont en résidence chez nous peuvent rester 2 ans au maximum. Ils bénéficient de services, d'accompagnement et d'un local avec un loyer préférentiel, ce qui leur permet de limiter un petit peu les dépenses de trésorerie et de pouvoir créer et développer leurs projets dans de meilleures conditions. Voilà. Et d'intégrer un réseau de professionnels surtout. Et ils bénéficient d'un accompagnement aussi parce que tout à fait, un accompagnement. Vous êtes là. On fait du go-between avec des institutions, des journalistes. On essaye de les guider quand ils en ont vraiment besoin. Et puis, de toute façon, cette inscription dans le réseau en lui-même des Ateliers Paris, pour eux, c'est quand même déjà un point très positif. Alors revenons sur notre aventure japonaise. C'est la 4e édition. Si du coup vous avez une expérience sur ça, comment vous l'avez vécu? Comment ça s'est passé? Comment ça s'est construit? Alors ça s'est construit, en fait le projet existe depuis plus longtemps, hein. Le projet existe depuis 6 ans, il a été créé par Kotaro Nishibori qui est ici même, qui est lui-même qui est en train de filmer la conférence, puisqu'il a plus d'une corde à son arc. En fait, Kotaro Nishibori est à la base artisan d'art lui-même, il fabrique des ombrelles en papier et bambou. Et il a eu la prémonition, il y a quelques années de ça, que ces artisanats traditionnels au Japon allaient disparaître, comme beaucoup ont disparu en France aussi,
puisqu'il y a encore beaucoup d'entreprises artisanales de petite taille au Japon. Et donc, il a commencé de repenser son savoir-faire pour l'adapter à des produits plus contemporains. Et il a développé des luminaires en perdant beaucoup de temps parce qu'il n'a pas su s'entourer au départ. Il ne savait pas trop à quelle porte frapper. Et donc, quand ça a commencé à bien marcher, il s'est dit, il faut que je fasse bénéficier d'autres artisans de cette expérience. Et la ville de Kyoto l'a soutenu dans ce projet et a décidé de financer un programme coopératif avec des designers et des artisans. Et les premiers programmes ont associé à ces expériences Marion Vidal, qui est une créatrice parisienne qu'on aime beaucoup et qui est lauréate des Grands Prix de la création de la ville de Paris. Et c'est elle qui m'a présenté Kotaro Nishibori, avec lequel je collabore depuis 4 ans, et Xavier Lesage, qui était sur la slide précédente, puisqu'en fait, la team, c'est Kotaro au Japon et Xavier et moi en France, et on suit le programme sur place et à distance. Voilà. Alors, vous l'avez un peu dit, mais qui peut participer côté parisien et côté japonais? Comment ça se passe? Côté parisien, ce sont uniquement des résidents des ateliers de Paris qui pouvaient participer au programme. On faisait un appel à candidature tous les ans. Les designers devaient nous présenter une idée originale sur le savoir-faire de leur choix, ce qu'ils pouvaient proposer de nouveau sur un savoir-faire comme celui-là. Et côté Japon, tous les ans, au début de l'année, puisque l'année budgétaire au Japon commence en avril, donc début avril, il y a un appel à candidature lancé auprès de la communauté des artisans d'art pour ceux qui veulent participer au projet. Donc après, comme vous le voyez ici, on organisait un workshop sur place qui nous permettait de mettre en contact les artisans et les designers pour savoir comment nous allions constituer les équipes. Vous en parliez, mais réellement l'objectif de cette collaboration? Alors l'objectif, c'est d'aider ces entreprises à déjà apporter un autre regard sur leur savoir-faire, parce que on s'est aperçu avec tous les échanges qu'on a pu avoir sur place, parce que sur place, durant ces workshops, il y a la mise en relation du designer et de l'artisan, mais il y a aussi tout un accompagnement de l'équipe là que j'ai présenté pour travailler sur voilà, des réalisations concrètes. Oui, puis de travailler aussi sur l'histoire de l'entreprise. Oui. C'est quoi votre histoire? Qu'est-ce que vous avez envie de montrer? Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Qu'est-ce qui est important pour vous? Parfois, on est remonté dans l'histoire de la famille, puisqu'on avait des entreprises vraiment anciennes. Donc voilà, de se dire, bah oui, quel était le cœur de métier de l'entreprise au départ? Est-ce que vous avez envie de revenir vers ça, etc. etc. C'est une sorte d'exploration, de psychanalyse rapide. Hein. On n'est pas parti pour 10 ans, puisque là, je vous rappelle que les projets sont développés pendant moins de 6 mois. Donc c'est une psychanalyse vraiment accélérée. Hein. Et donc l'idée, c'est vraiment de les aider tout en s'appuyant sur leur savoir-faire, à se développer à l'international, sachant que même s'ils viennent à Maison et Objets présenter leur projet, oui, c'est quand même sur le marché domestique qu'ils vont souvent faire le plus de ventes au final. Donc finalement, de part et d'autre, on apprend de l'autre. Ah, complètement. Et avec un échange international, oui, et ce qui est extraordinaire quand on est jeune designer, enfin après ils nous en parleront sûrement, mais c'est une ouverture incroyable. Ah, complètement, d'autant que pour certains qui sont partis avec nous, ce voyage a été leur premier contact avec le Japon, donc sacré choc, dont ils sont parvenus indemnes, hein, tous, ça les a quand même... Marqué. Il y a aussi, bon, indéniablement, le groupe. Vous avez vu passer sur les photos, des photos de groupe. Je peux vous dire que pendant ces semaines de workshop, on ne s'est pas ennuyé. Et il s'est passé des choses très riches, très intenses, d'un point de vue créatif, d'un point de vue humain. Bien sûr, c'est une aventure humaine. Hein, oui, bah, voilà, c'est ça. C'est l'humain qui a l'air aussi de ressortir et qui valorise la création et l'innovation peut-être, la recherche. Enfin, c'est une mise, ça permet d'avancer. Alors... pour comprendre mieux les conditions dans lesquelles ces projets entre designers et artisans, je vous le rappelle, sont menés, est-ce qu'on peut avoir une rapide chronologie de ce projet réellement, enfin, mai à décembre, oui, comment ça se passe? Donc en fait, l'appel à candidature pour les artisans se fait début avril. Donc fin avril, Kotaro fait une sélection sur place au Japon des entreprises qui sont retenues pour participer au workshop. Nous, en mai, on arrive avec le groupe de designers.
Et il y a une journée qui est affreuse pour les designers. En décalage. Ouais, ils sont un peu décalés. Et pendant cette journée, en fait, ils vont découvrir tous les savoir-faire qui sont présents. Et nous, on leur demande à l'issue de cette journée, de nous remettre une feuille par entreprise sur laquelle ils vont proposer un projet. Au moins 3 entreprises différentes. Ah, il faut être connecté tout de suite aussi. Il faut être connecté tout de suite. C'est pour ça que je dis c'est affreux, parce que certains designers pestent l'après-midi pendant qu'ils sont en train de dessiner. Ils nous disent ouais, non, c'est pas humain ce truc. Et puis bon, finalement, ils sont super contents. Et nous, on récupère à chaque fois, on a pléthore de propositions. Et ça, c'est vraiment d'une grande richesse. Et après, on se réunit entre nous avec la ville de Kyoto également qui est présente. Et on débat. On a pris soin de discuter avec les artisans pour savoir avec quel designer ils ont le plus accroché aussi. Les designers nous remettent ces fiches en mettant des choix. 1, 2, 3. Et on essaye de combiner tous ces paramètres. Ce qui n'est pas facile, ce qui n'est pas évident. Parce que vous aussi, vous êtes en jet lag. Oui, et puis bon, voilà. À la fin, on essaye de sentir quelles vont être les meilleures associations. Et on espère ne pas se tromper. Alors parfois, c'est arrivé cette année, on avait à la fin 2 designers qui nous semblaient aller bien avec 2 artisans. Donc on les a mis tous les 4 et on leur a dit discutez, puis voyez un peu avec qui vous avez envie de bosser. Ah oui, d'accord. Oui, voilà. Vous ne pouviez pas déterminer exactement. On n'a pas osé. Et puis après, pendant toute la semaine, nous, on va d'atelier en atelier pour discuter. On a des grandes séances très chouettes pour découvrir les savoir-faire, pour discuter avec eux de leurs envies, de leurs désirs, de leurs besoins, de leurs inquiétudes aussi, parce qu'il y en a, parce que c'est pas évident. Parce que là, en termes de sortir de sa zone de confort, on est à fond. Oui. Donc, il y a aussi beaucoup d'incertitudes parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner, on ne sait pas sur quoi ça va déboucher, est-ce que ce sera réussi, pas réussi, est-ce que ça va marcher ou pas. C'est beaucoup d'investissement pour eux. Hein. Ils travaillent, ils s'impliquent, ils donnent du temps, de la matière sur quelque chose dont ils ne savent pas trop à la fin ce que ça va donner. Donc, c'est quand même un sacré challenge. C'est une prise de risque, mais bon, il faut faire ça aussi quand on est jeune designer. Mais pour les artisans, c'est quand même souvent aussi des investissements importants. Des investissements, bien sûr, c'est aussi des 2 côtés. Voilà. Après, Kotalo fait des allers-retours. Nous aussi, on ramène des protos. On fait beaucoup de Skype tous les mois avec les designers, les artisans pour voir comment ça avance, ce qui marche pas. Et shooting photo début décembre pour être à Maison et Objets en janvier. Donc on perd pas de temps. Ouais, ça je vois. Alors cette année, il y a eu 21 participations, 8 projets ont été menés à terme. Vous pouvez nous les rappeler ? Voilà, donc on les voit là. Donc Sophie Dalla Rosa qui est designer textile, qui a travaillé avec Kubo Shoji pour un luminaire à partir de Kumi Imo, ces tresses très très sophistiquées, caractéristiques qui sont utilisées dans le kimono. Élise Foin avec Koseido, qu'on voit ici, donc un artisan qui travaille le papier, qui fait des kakejiku. L'atelier Pel-Pel avec l'atelier Kobori, qui est spécialisé dans les temples bouddhistes. Donc là, c'est un petit hôtel portatif. Daito Shingu, lui, qui développe une gamme de textiles, avait demandé un support pour du matériel d'exposition, qui peut être aussi exploité autrement. Asada-san, lui, il fabrique des tuiles qu'on voit beaucoup au Japon dans les temples. Ces toits superbes, gris, et qui sont utilisés en carreaux, là, ici. Motoyama Tatami, donc, dont on parlera un petit peu plus tout à l'heure, avec Astrid Auton. Pardon pour la faute. Pierre Charrier, à ma gauche, avec cette très jolie technique du Hanaden. Et je crois qu'on... Ah non, j'ai oublié Lily Alcaraz et Léa Berlier, 2 designers textiles qui ont travaillé avec l'entreprise Tarain, qui est une entreprise de Nishijin Textile. Voilà. Là, il y a une collaboration à 3. Oui, tout à fait. Alors, justement, Astrid et Mitsuru. Avant de partir, Astrid, vous saviez quoi du Japon et comment vous êtes préparée ? Alors moi, du coup... On m'entend ? Oui, vous inquiétez pas, on entend. En fait, c'est particulier, mais j'ai pas l'habitude. Mais il faut quand même bien le mettre près. D'accord. Ou là, ici. Là ? Voilà, comme ça. Voilà. Donc moi, du coup, j'avais déjà habité en Asie, mais au Vietnam. Ouais. Et j'avais habité là-bas pendant 3 ans où j'avais déjà travaillé avec des artisans. Mais je n'étais jamais allée au Japon. Et du coup, c'est aussi une autre culture de l'Asie que je ne connaissais pas du tout. Et du coup, pour préparer mon dossier, je me suis dit comment connecter avec cette culture tout en étant à Paris. Donc, je me suis rendue en fait à la Maison du Japon. Et c'est là que j'ai rencontré un artisan
qui était là pour faire une démonstration d'un savoir-faire qui s'appelle le sashiko, qui est en fait une technique de point de couture pour renforcer les textiles des marins. Et du coup, cette rencontre m'a beaucoup inspirée pour faire mon dossier. Oui. Et j'ai trouvé ça chouette de connecter avec le Japon par l'intermédiaire de cette première rencontre, en fait. Oui. Donc vous êtes quand même renseigné avant de vous lancer dans l'aventure. Enfin, ça, je pense que c'est la base de toute façon. Comme quoi, il faut toujours travailler ses dossiers. Voilà. Ensuite, quand vous arrivez sur place, les 10 jours de workshop, ça commence, Françoise expliquait, par finalement une rencontre avec tout le monde, un dessin. Et comment vous l'avez vécu et comment vous êtes allé et pourquoi vous êtes allé vers ce savoir-faire-là? Alors c'est vrai que c'est une journée qui est vraiment très très intense parce que du coup on découvre énormément de choses. Donc il y avait beaucoup de savoir-faire qui était très très inspirant. Mais en tout cas la rencontre qui s'est faite avec Mitsuru autour du tatami, ce qui a été chouette, c'est que du coup on s'est retrouvés à travailler tous les deux. Et je pense que ce qui est intéressant dans la direction qu'on a prise, c'est que on est allé au-delà de l'innovation produit, on est allé jusqu'à innover au niveau du process. Et du coup, je pense que le mariage s'est bien fait parce que c'est vraiment, je pense que la contribution que j'aime apporter en tant que designer, c'est d'arriver à ce niveau-là d'innovation. Oui, c'est-à-dire concrètement, vous avez changé l'usage? Oui, alors du coup, quand je parle d'innovation de procédés, quand on faisait ce tour de table comme ça à la découverte de chaque artisan, j'ai proposé cette idée qui a paru un petit peu folle, qui était de retourner le tatami et de le faire passer de l'horizontale à la verticale. Oui. Et c'est à partir de ce concept qu'on a développé un nouveau procédé. Vous disiez, vous, dans votre démarche de designer, vous avez toujours envie d'aller vers ça, mais ça veut dire qu'en face, il faut avoir la personne capable de recevoir ça. Et ça, vous l'avez senti, et Françoise aussi, de cette mise en relation, il faut quand même que de part et d'autre, il y ait cette ouverture et cette maîtrise. Mais bon, on va en reparler. Mitsuru, avant qu'on s'intéresse de plus près à l'innovation du procédé, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer en quoi consiste votre activité et votre savoir-faire? Vous pouvez nous expliquer. On vous traduit, c'est bon? Tout va bien? Ouais. I'm a tatami craftsman in Japan, and I'm specialized in handmade for traditional Japanese house. I'm also specialized in for contemporary art and design project. Est-ce que la place des savoir-faire au Japon et en particulier à Kyoto, quelle est la place des savoir-faire? Est-ce que vous êtes aussi dans l'innovation? Est-ce que vous ressentez, est-ce que vous travaillez avec des designers? Comment, quand on est dans les métiers d'art japonais, est-ce qu'on travaille? Comment la collaboration avec les designers, etc. Est-ce qu'il y a ça aussi chez vous? Comment ça se passe? Well, I did a lot of projects before I met Astrid, and I also like the traditional crafts, but I love that contemporary design project too. So it was a very exciting project. Donc c'était pas nouveau pour vous? Yeah. Well, yeah, it was. Her idea was really, it's very different and exciting. Yeah. Alors, Astrid, vous avez découvert, quand vous découvrez le savoir-faire lors du workshop avec Mitsuru, qu'est-ce qui vous a marqué en arrivant dans l'atelier? La première impression? Moi, j'ai été tout de suite fascinée par la richesse des différents matériaux qu'ils utilisent pour fabriquer les tatamis. Et aussi par tous les outils spécifiques. Par exemple, j'ai été fascinée par cette machine à coudre les tatamis, parce qu'il y a carrément une machine pour coudre les tatamis. Du coup, c'était un outil que vous ne connaissiez pas? Non, absolument, puisque c'est un outil vraiment spécifique à ce savoir-faire.
Et du coup, j'ai aussi découvert que, en fait, au-delà d'un produit, d'un objet en soi, le tatami, c'est carrément une mesure. En fait, les pièces des maisons se comptent en tatami. On va dire une pièce de 4 tatamis et demi, une pièce de 6 tatamis. Donc finalement, c'est vrai que je l'envisageais à l'échelle d'un objet et j'ai vu qu'en fait, c'était carrément un élément de mesure donc, qui avait presque la dimension de l'architecture. Donc là, j'ai pris aussi la mesure du fait que mon idée de passer le tatami dans un autre côté avait quand même un certain impact en fait. Une implication même dans les codes usuels. C'est ça. Alors, comment vous vous êtes dit ça, justement, ce passage de l'horizontal à la verticale? D'où vient l'idée? Comment ça naît? Visiblement, vous l'aviez dès le début, dès la rencontre. Oui, c'était le concept que j'ai proposé. Et après, vous vous êtes rendu compte que vous alliez sur un terrain un petit peu difficile. Ça. Mais le début... C'était une prise de risque, en effet. Et du coup, moi, j'avais proposé de travailler à partir de cette natte. Et en arrivant donc, dans le workshop, j'ai pu justement pouvoir manipuler cette natte. Et je me suis vraiment rendu compte qu'elle avait de réelles propriétés esthétiques et structurelles qui n'étaient pas... utilisée en fait dans la façon dont elle était mise en œuvre dans la fabrication du tatami traditionnel, et qu'en fait à la verticale elle est extrêmement résistante dans le sens des fibres et en même temps très souple, donc elle peut prendre des formes organiques très, très facilement. Donc du coup c'est vrai que moi ça m'a fait penser que là se présentait tout un champ de nouveaux possibles. Alors, Mitsuru, quand elle vous fait cette proposition-là, Astrid, qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce que vous pensez? Et quelle solution vous trouvez? Well, when I saw it, her idea, first impression was, whoa. But I seen her work and what she made and everything, so I was so excited. And I love to try different way of vous avez aimé l'idée, ouais. Et Astrid, comment vous avez fait pour le rassurer? C'est là que la collaboration, c'est là que l'humain, mais c'est là aussi que les deux savoir-faire, parce que le savoir-faire de designer, mais le savoir-faire du métier d'art, de l'artisan d'art en face, c'est important. Donc ça se passe comment? On se rassure comment mutuellement? C'est vrai que du coup, moi, ma proposition, elle était plutôt de l'ordre du concept. Donc finalement assez abstraite, et je me suis dit que du coup pour que Mitsuru ait confiance, parce que c'est vrai que c'était une intuition et j'avais pas une idée vraiment définie de quel résultat on allait pouvoir aboutir. Donc voilà, pour gagner sa confiance, je me suis dit qu'il fallait rapidement qu'on teste des choses, qu'on passe au prototypage, et que du coup je lui ai proposé de travailler sur des paniers. Donc j'ai tout de suite proposer une piste assez concrète pour qu'on puisse passer à l'étape de prototypage, parce que je savais que c'était pendant cette étape qu'allait se définir en fait beaucoup de choses. Et du coup voilà, on est parti sur cette idée de panier avec un socle en bois. Et on est vite passé à des tests, à tester avec la matière. Et en fait, c'est en faisant ces tests que j'ai vu que Mitsuru utilisait un pistolet à cire qui originellement, il utilisait pour empêcher cette natte en fait de s'effiler en effet sur les bords. Et j'ai eu l'idée de l'utiliser comme une colle naturelle pour coller différentes couches de tatami. Alors cette couche, ça s'appelle en japonais, on appelle ça omote. C'est cette natte. Donc coller plusieurs couches d'omote sur un moule. Et en fait, on s'est rendu compte que du coup, ça permettait de fixer une forme en fait. Et du coup, à ce moment-là, on a pu réouvrir sur de l'expérimentation procédée, parce qu'on a vu qu'il y avait un réel potentiel à développer cette piste, et qu'on allait pouvoir aboutir à des objets peut-être même différents que celui d'un panier. Donc je pense que c'est comme ça que j'ai su l'amener vers ceux où je ne savais pas où on irait. Et Mitsuru, quand elle évoque la cire, de prendre la cire et en grosse quantité, là vous vous dites elle est folle. Yeah, well,
I never used wax, so many wax before. And when she told me she wants to use the wax, there was so much of wax. I used everything in the shop that we have. So, but yeah, that was good. Oui, du coup, on a vidé leur stock qu'ils utilisent généralement en un an. Les pauvres. Et pendant les séances de travail, comment ça se passe? C'est chacun, vous avez mis la main à la pâte, Astrid, chacun est resté dans son domaine ou voilà, de l'expérience et avec le recul, qu'est-ce que vous avez ressenti? Et Mitsuru aussi, vous nous donnerez votre point de vue après. Du coup, moi, je suis arrivée où j'ai commencé bien sûr par l'observer. Et puis, au fur et à mesure, j'ai commencé à mettre plus en effet la main à la pâte parce que on avait aussi cette possibilité vu qu'il y avait cette matière à disposition et je pense que ça a aussi un peu contribué à construire notre collaboration et je pense que Mitsuru a apprécié aussi que ce soit un travail à 4 mains en fait. Oui, c'est ça Mitsuru. Vous confirmez le fait d'échanger ensemble, de travailler ensemble, qu'elle fasse les choses, c'était bien? Yeah, because she got a lot of idea at the shop, and then we made so many prototypes in a short time. So that was really, really good. And, yeah. Alors ensuite, le retour en France, ça se passe comment? Vous recevez un colis, qu'est-ce qui se passe? Et après, vous enchaînerez sur l'esthétique parce qu'ensuite, on va parler avec Pierre. Voilà, il va falloir un petit peu avancer. Sinon, il n'y aura plus le temps. Ouais. Donc oui, pour rentrer en France, Mitsuru m'a préparé un paquet où du coup, je suis rentrée avec plein de domotés. Ouais. Donc, ce qui m'a permis en fait de continuer à faire des petits échantillons dans mon atelier aux ateliers de Paris et donc de pouvoir continuer à travailler avec des photos en fait de choses que j'ai pu tester moi-même et du coup j'ai continué à faire ces petites maquettes et puis un jour j'étais assez fascinée finalement par la résistance à laquelle on a pu aboutir. Donc un jour il a fallu que je teste, donc je me suis carrément mise debout sur la maquette. Et là, j'ai fait une photo à Mitsuru en disant, mais en fait, c'est tellement résistant, il faut qu'on fasse des meubles, en fait. Et c'est parti de là. Voilà, et c'est parti de là. Donc, on a continué à travailler comme ça. Dernière anecdote, quand même, Mitsuru vous a fait un cadeau, pas n'importe quel cadeau. C'est quoi, Mitsuru? Vous pouvez dire ce que vous lui avez offert? In Japan, we have different measurements for tatami. So I gave her a tape measure for tatami. So she was so excited. Et là, ouf, vous étiez adoubé, c'est un peu ça? Ouais. C'est vrai que c'était un petit peu ça, en effet. Ouais. Merci. Pardon. Donc alors, Pierre, vous êtes designer, je l'ai dit, vous étiez résident aux ateliers de Paris et lors du workshop, vous avez travaillé avec Nomura-san. Ensemble, vous avez conçu un objet avec une technique très spécifique du Japon qui s'appelle le raden. Monsieur Nomura, vous pouvez nous parler de ce savoir-faire, s'il vous plaît? Like about raden? All right. Simply speaking, raden is the name of lacquerware, and it means the handicraft with black lacquer and especially seashell. Alors, la même question, la place des savoir-faire au Japon, comment sont considérés les métiers d'art, les artisans d'art au Japon? Est-ce que vous aimez travailler aussi avec des designers, et notamment des designers étrangers? Est-ce que c'est habituel? Sorry, would you say it again, please? And Japanese people a long time ago enjoyed the lacquerware, but now the Western culture rush into the Japanese lifestyle,
So now, few people just want to take over the family business like a work job. And now in this project, PL gave us very fresh and amazing design. Alors justement, Pierre, quelle était votre première idée sur le travail de la nacre et de la laque? Est-ce que vous aviez des a priori? Et vous aussi, comment ça s'est passé, la première rencontre, enfin l'idée et tout ça, le début de l'histoire? Donc, cette fameuse journée où on rencontre tout le monde, quand je suis arrivé à la table où était Takuya, effectivement, donc j'ai vu ces très beaux objets. Donc, c'est effectivement de la laque avec de l'incrustation de nacre, de coquillage. C'est un travail qui est très fin. Et en même temps, c'est vrai que on peut en avoir une perception peut-être un peu désuée parfois. Et effectivement, en fait, en me penchant sur les différents objets, je suis un peu passé cet a priori esthétique que je pouvais avoir, j'avoue, pour me rendre compte en fait de la richesse et de ce savoir-faire incroyable. Et comprendre en fait surtout que toutes ces petites incrustations provenaient effectivement de coquillages et de nacre. Et en fait le déclic s'est fait parce que à côté de tous ces échantillons, il y avait aussi les coquillages en question d'origine. Donc c'est l'original, enfin c'est la base qui vous a donné l'idée. Et je me suis dit qu'en fait il fallait montrer ça. Et quand on voyait ça, qu'on comprenait que ça venait de là, etc. Ça prenait une autre ampleur, en tout cas pour un néophyte que j'étais, et aussi que plein de gens sont, je pense. Donc l'idée est partie de là. Ouais. Et donc là, on voit que c'est un savoir-faire très spécifique, c'est très codifié aussi sûrement, j'imagine. Comment vous allez, vous, en tant que designer, y apporter une valeur ajoutée? Comment vous avez approché ça? Comment vous avez expliqué, encore une fois, que vous alliez aller plus loin finalement dans le matériau? Comment vous avez fait? Plus loin, je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, oui, une approche différente. Plus loin dans l'usage. Ouais. Alors en fait, il y a plusieurs aspects. Oui. C'est assez complexe, mais j'ai essayé de faire simple. Effectivement, ces objets, donc c'est de la laque, de la très belle laque avec incrustation de nacre. Ces objets qui sont très luxueux, très précieux, qui sont généralement destinés à la cérémonie du thé, ou en tout cas qui sont vraiment des objets d'apparat, de décoration. C'est des choses qui se font quand même un peu moins aujourd'hui que dans le temps, il y a même peut-être plusieurs centaines d'années. Et donc l'entreprise Sagaraden Nomura a recentré un petit peu son activité sur la production de bijoux. Donc il y a déjà une innovation en soi, hein, d'appliquer cette technique-là sur des nouveaux objets, donc plus petits, précieux, puisque ce sont des bijoux. Donc voilà. Ils étaient déjà dans cette optique-là. Bien sûr. Et c'est une entreprise familiale, on a dit. Hein. C'est ça. Et par contre, ensuite, le cadre du projet Kyoto Contemporary, c'est le cadre de la maison, les objets domestiques, oui. etc. Donc, il fallait que je pense que j'arrive à trouver une idée qui fasse un peu le pont. D'où, en fait, ce choix de travailler sur un miroir de table. J'étais au départ sur un miroir de poche, donc oui. Un peu en lien à la beauté, les bijoux, etc. Oui. Et puis, je suis passé sur un miroir de table. Et donc, dans la pratique traditionnelle du Raden, le coquillage est découpé en petits morceaux pour former des motifs floraux narratifs. Pierre, comment vous avez eu l'idée de les découper autrement par rapport au miroir? Vous avez été un peu obligé aussi. Donc, ouais, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que effectivement, tous ces petits morceaux de coquillage qui produisent des motifs très détaillés, pour l'œil néophyte, je trouve aussi on n'est pas certain de savoir en fait ce à quoi on regarde, tellement c'est sophistiqué en fait. On ne sait pas d'où ça vient. Donc il y a aussi derrière une réflexion sur il fallait proposer un objet aussi qui soit pas trop complexe à produire. Donc il y avait aussi cet argument-là que j'avais en tête. Et donc le fait de se dire finalement ces morceaux de coquillage que Takuya me montre, pour m'expliquer d'où ça vient, ils sont très beaux en tant que tels, et ils génèrent, en fait, ils ont déjà une forme qui leur est propre,
Et pour moi, c'était quelque chose d'assez naturel et évident de se dire en fait d'utiliser ces coquillages tels quels, juste le détourer dans sa forme d'origine pour l'incruster dans la laque. Et ce qui vous est venu, comme vous le disiez, du début de l'histoire, quand vous regardez Ouais, les différentes exactement. entreprises et que vous voyez la matière première. Nomura, quand Pierre vous propose de changer les formes de découpe des coquillages, qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce que vous pensez? I think when I explain about that kind of shells, and Pierre seems like he's really interested in the type of shell, and he took many photos of them, and so I think I thought he want to use some combination of different shell, and I think it's very fresh for us. We usually use just one type of shell, so it's kind of I think it's a very cool idea. Pierre, est-ce que à un moment donné, les équipes d'encadrement sont intervenues dans votre histoire, et de quelle manière? Justement, comment vous avez pu avoir du soutien aussi? Alors justement, je pense que cette idée que j'avais proposée plaisait aussi, mais c'est vrai j'ai aussi compris que il y avait une forme là aussi peut-être de quelque chose d'assez radical, et donc l'idée vraiment de départ qui était le coquillage en lui-même, entier. je l'ai aussi décliné. Donc le principe, vous l'avez vu sur les images, donc c'est un panneau de laque avec une incrustation de nacre et un miroir en face. Donc c'était cette idée de symétrie, de retrouver une harmonie aussi à partir d'une forme organique en utilisant la symétrie du miroir. Et donc en fait, il y a aussi une variante du projet où on réutilise cette technique de découpe et de réassemblage qui correspond plus aussi au savoir-faire d'origine. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est arrivé avec les discussions, le soutien dans l'atelier, en discutant. Et donc voilà, c'est aussi ce qu'a apporté l'équipe d'encadrement, Et c'est important de du coup recentrer le projet aussi d'une certaine d'être manière. dans un groupe du coup par rapport à ça. Et Françoise, justement, comment ça se passe, l'encadrement concret? Ou là, vous vous rappelez de ce cas de figure? Comment vous avez vécu ça? Oui, en fait, on était dans l'atelier, on était en train de discuter, et c'est vrai que Pierre était assez, je veux dire, radical dans son envie d'avoir quelque chose de très très brut, de très naturel. Or, c'est vrai que le savoir-faire historique de l'entreprise, c'est aussi cette maîtrise du coquillage et de la découpe de ces coquillages, parce qu'il faut savoir que pour que l'incrustation se fasse, il faut que le coquillage soit extrêmement fin. Et donc ça, c'est un vrai savoir-faire de l'entreprise. Donc montrer un coquillage complètement brut, c'était ne pas s'appuyer sur le savoir-faire historique. Et donc, en fait, on sentait bien que Nomura San était un petit peu... il trouvait l'idée de Pierre intéressante, mais enfin, on sentait qu'il y avait un truc qui bloquait. Et c'est vrai que quand on est parti sur cette idée de davantage s'appuyer sur ce savoir-faire, là, on a senti qu'il y avait des choses qui se libéraient de toutes parts. Et voilà, on était allé dans le bon sens. Nomura-san, est-ce que pour vous et pour le travail sur la laque, est-ce que le projet pensé par Pierre vous a obligé à changer la technique? You mean? Yes. Et qu'est-ce qui a été le plus difficile? We try to make the surface of the product very even, very beautiful. So if we use the different type of shell, they also have each thickness. So before we start to make the product, we need to think about the thickness and needed to polish to make the shell, the thickness even.
Comment ça se passe, Pierre, l'échange ensuite, et puis quand on découvre l'objet, vous avez communiqué, François te le disait, par Skype, enfin, comment ça s'est passé, et vous, humainement, comment ça se passe? On a l'impression qu'il y a un lien aussi qui s'est fait, d'ailleurs tous les quatre. Bien sûr, c'est vrai que, bon, déjà, sur l'avancée du projet, effectivement, une fois que c'est lancé, on a 5 jours, donc on a fait plein de choses. Alors nous, on n'a pas pu, parce qu'effectivement, la laque, je ne sais pas si vous savez, bon, il y a beaucoup de couches, ça met un temps très long à sécher, donc on n'a pas testé en vrai. Par contre, on a fait de la maquette, on est allé au magasin de bricolage, etc. Ça, c'était rigolo. Mais et sur place, c'est super parce que l'entreprise Sagara Den Nomura, en fait, c'est vraiment une entreprise familiale, c'est chez eux. Donc en fait, on était un peu dans leur salon, atelier salon, et le midi, on mangeait ensemble avec sa mère qui nous a fait des super plats. Et donc c'est sûr que c'est une expérience vraiment idéale en fait pour partir au Japon, et donc ça c'est très fort. Et ensuite, bon, une fois que ça c'est fini, on rentre en France, et là c'est plus compliqué, effectivement, ça se passe par Skype, par colis interposé, donc ça prend forcément un peu plus de temps, mais voilà, on y arrive. Et la découverte de l'objet fini, puis l'exposition, c'est chouette. Hein. Oui, c'est super. En fait, d'abord, on a vu les photos qui ont été faites au Japon. Et ensuite, découvrir le projet en vrai, ça n'a rien à voir. Enfin, en tout cas, là, pour le cas particulier du miroir, j'étais assez très content en fait, quand je l'ai découvert. Et les retours en France sont très bons aussi. Donc, voilà. Françoise, quelle est la suite pour les 8 réalisations une fois le programme terminé? Une commercialisation est envisagée. D'abord, vous êtes ici. C'est l'idée d'être à Maison et Objets. Il y a eu une première expo atelier. L'exposition après se poursuit à Atelier Blanc-Manteau à partir du 26 janvier. Donc jusqu'en février. À la fin du mois, il y a également un autre, le calendrier s'affiche, un événement le 27 et 28, donc dans les 3 lieux, Atelier Blanc-Manteau, à la boutique Marion Vidal et à la boutique de Christophe, pour présenter ces objets, pour avoir des retours du public parisien, des acheteurs, pour savoir ce qui marche pas. Beaucoup de choses aussi au niveau des prix sur lesquels il faut travailler. Donc, en sachant que c'est compliqué puisque c'est pas industriel. Exactement. Mais bon, l'idée d'être à Maison et Objets, c'est aussi de toucher des décorateurs, des archis, pour qu'ils puissent repérer ces savoir-faire absolument extraordinaires. Voilà, il y a beaucoup d'acheteurs qui visitent le salon qui peuvent être des cibles très intéressantes pour ces projets. Et pardon, mais à Kyoto, il y a quelque chose aussi où il va y avoir des expositions là-bas aussi? Après, oui, les objets sont promus au Japon, à Tokyo, puisqu'il y a un espace aussi commercial. Et puis, il y a différents événements qui sont organisés. On aura aussi un événement au moment de Nuit Blanche en octobre prochain. Donc, il y a une promotion constante qui est faite au niveau... Et puis, il y a toute une communauté des professionnels qui ont fait partie de ce projet Kyoto Contemporary. Un club, tout à fait, très dynamique, avec la personne qui est là n'est pas active pour l'instant, mais a fait partie du projet. Il continue de travailler, d'échanger. Donc, il y a une vraie communauté d'artisans d'art et designers internationaux, et ça, c'est très riche. Alors, il y a des changements à prévoir pour l'année prochaine? Vous pensez à quoi? Alors, le changement, c'est qu'on part sur, a priori, un autre projet l'année prochaine. Qui... Vous arrêtez jamais, hein? Non, on n'arrête jamais. Et là, on voudrait associer des artisans d'art kyotoïtes et des artisans d'art parisiens. Donc, on continue des projets internationaux avec le Japon parce que c'est merveilleux. Et toujours du design, enfin avec les designers? Toujours de la création, mais plus avec des artisans d'art cette fois. Voilà. D'accord. Mais toujours avec des savoir-faire d'exception, aussi bien en France qu'à Paris. Et qu'on reverra aussi dans les différents lieux parisiens. Et qu'on verra à Maison et Objets, aux ateliers de Paris, à Atelier Blanc-Manteau. Atelier Blanc-Manteau, on peut voir des objets d'origine, enfin à partir de savoir-faire japonais toute l'année. Donc c'est vraiment un lieu incontournable. Eh ben, merci à tous. Voilà, c'est la fin de cette conférence. C'était c'était super. Merci beaucoup. Merci, j'ai appris beaucoup de choses, moi. Merci à vous. Merci.